Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa TV. Nous échangeons aujourd'hui avec le professeur Chanda Tonné, qu'on ne présente plus, que vous connaissez très bien sur nos antennes, sur une thématique très actuelle, surtout actuelle, qui passe tout le temps. Chefferie traditionnelle et démocratie en Afrique. Tel est le thème de cet échange qui nous permettra de revenir sur un certain nombre de points d'actualité et surtout la pertinence et questionner même l'essence même des chefferies traditionnelles dans notre contexte contemporain aujourd'hui, avec toutes les dynamiques que les trajectoires démocratiques et les trajectoires étatiques africaines offrent dans le cadre de la démocratie. Bonjour professeur Chanda. Bonjour. Voilà. Professeur Chanda Tonné, pour commencer, c'est une question qui peut paraître triviale ou bien banale. On parle de démocratie, on parle d'Afrique, on parle de chefferie traditionnelle. À une époque, on a souvent taxé l'Afrique de continent antidémocratique. Pouvez-vous peut-être nous situer déjà dans pouvez-vous nous donner votre position par rapport à cette question et davantage préciser les contours de la démocratie se ramènent-elles exclusivement à la question des élections ou alors des changements à la tête des États? D'abord, merci beaucoup. Je vous fais remarquer tout de suite que dans le projet de nouvelle constitution en cours en Centrafrique, ils ont constitué une deuxième chambre qui sera la chambre des chefferies traditionnelles. Je vous fais remarquer également que dans la nouvelle constitution, dans les conseils régionaux tels que prévus dans la constitution de 1996 au Cameroun et qui viennent enfin d'être mis en place, le 1/3 au moins c'est constitué par les chefferies traditionnelles, les chefs traditionnels. Sous des apparences de formalisme politique ou même à la limite de tricherie, il s'agit d'une démarche extrêmement importante. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre sur traditionnalité et modernité, les chemins d'une véritable renaissance panafricaine. Avoir choisi cette thématique, c'est déjà se situer dans une dynamique de reconstruction d'une Afrique réelle, de réappropriation des valeurs africaines que l'on a écrasées, que l'on a mis de côté, parce que c'était la condition pour mieux exprimer la colonisation et pour mieux asseoir la domination des peuples que l'on avait conquis ou que l'on a continué de conquérir, souvent à peu de frais, avec la ruse ou avec la force, avec des traîtrises aussi. Parce que là, il ne faut pas se tromper, nos élites constituent fondamentalement aujourd'hui des facteurs de négation d'une anthropologie africaine dynamique, réelle, propre et intègre. Alors, vous avez tantôt parlé de démocratie en rapport avec les chefferies traditionnelles ou en rapport avec une évolution de l'Afrique qui permettent de mieux situer les aspirations de population et de mieux comprendre par ailleurs l'évolution du monde. Je veux revenir dessus pour vous dire, contrairement à ce qui est affirmé, la colonisation n'a pas trouvé des peuples de sauvages ou des peuples inorganisés, si vous voulez. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment enseigné à nos enfants, ou encore malheureusement, l'histoire de l'Afrique n'est pas encore suffisamment connue. Elle n'est même pas écrite, en réalité. Il y a des essais, il y a l'histoire de l'Afrique sous les auspices de l'UNESCO, conduite par le professeur Joseph Kizerbo. Il y a beaucoup d'autres démarches dans ce sens, mais ça demeure insuffisant.
nos rapports avec le monde extérieur de l'Afrique, avec le monde extérieur, que ce soit le monde européen ou même le monde arabe, ont constitué l'extinction, l'écrasement de ce qu'était en réalité l'organisation de nos sociétés pour l'instauration ou pour l'imposition de modèles sociaux sans aucun rapport avec nos traditions et coutumes séculaires. Je ne veux pas rentrer dans des excuses, si vous voulez, parce que il faut déjà faire comprendre que si des gens, dans des rapports avec vous, dans des contacts, arrivent à vous dominer, à vous écraser, au point d'annihiler vos valeurs, c'est qu'en réalité, ces valeurs-là n'avaient aucune solidité ou que vous ne reposiez sur aucune constance importante en ce qui concerne les dites valeurs. Alors, j'étais en train de dire que ça me permet de créer ce que je considère comme un électrochoc dans l'esprit des Africains. J'ai remarqué que chaque fois que vous parlez de rapport entre l'Afrique et le reste du monde, en termes de gains, d'apport, de préjudice, les Africains jeunes et vieux, jeunes et âgés, si vous voulez, auront tendance à saisir l'occasion pour développer davantage sur les préjudices, sur comment est-ce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous avons été colonisés, parce que les gens nous ont écrasés. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de se repenser, de se redéfinir et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui nous sommes et pourquoi les choses en sont ainsi. Qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché historiquement dans la construction, l'ordonnancement de nos valeurs, pour qu'en réalité, au premier contact avec l'extérieur, nous soyons écrasés et dominés. Et quand vous refaites l'histoire des empires, des grands empires africains, quelque chose est assez marquant. On vous montre comment ces empires étaient très bien organisés, structurés et tout, avec des corps de métier, avec des corps sociaux, avec toutes sortes de distinctions et de constructions et qui magnifient une société parfaite. Mais dans le même temps, vous apprenez et vous découvrez comment ces sociétés ont été écrasées, ces grands empires, ces royaumes écrasés, détruits en quelque temps par 2 ou 3 explorateurs qui sont arrivés, d'abord comme des touristes, des gens porteurs de la bonne nouvelle, et qui ensuite les ont transformés en esclaves. Il y a un problème, si vous voulez. De même, quand vous revisitez l'esclavage, comment ça s'est passé, j'ai été à l'île de Gorée et j'ai discuté avec les anciens. J'ai vu des gens et vous savez, les gens vous parlent avec une léthargie, avec une simplicité, une facilité, mais à la fois une résignation ici. Ils vous disent comment les Blancs sont arrivés, par où les gens sont passés, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on a mené les gens, ainsi de suite. C'est absolument faramineux. Vous vous dites, du coup, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas pu être autrement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu être assez intelligent pour comprendre que ces contacts-là pourraient être à notre désavantage? Et lorsque vous avez fini de faire cette introspection, maintenant vous revenez à l'étape contemporaine. D'accord, bon, à un moment donné,
il y a eu une redistribution des cartes dans le monde, on a parlé de décolonisation, on a parlé d'État moderne, on a parlé de libération. Qu'est-ce que nous sommes devenus depuis? Qu'est-ce que nous avons gardé comme système de valeurs? On nous a imposé des langues étrangères, on nous a imposé des formules d'organisation de constitution, mais pourquoi est-ce que fondamentalement tout ce que nous avions dans notre être, dans notre manière de nous exprimer et de nous organiser a disparu? Et à partir de là, vous ne vous posez plus la question sur c'est quoi la démocratie par rapport à l'Africain, par rapport aux chefferies, ainsi de suite. Les chefferies traditionnelles constituaient et constituent toujours, en réalité, ce qui formalise, ce qui caractérise, ce qui exprime le mieux l'assentiment, la compréhension et l'adhésion à des normes, de structuration sociale, à des normes de courtoisie, de convivialité, à des normes de réception des valeurs dans tous les rapports qui existent, rapports commerciaux, rapports conjugaux, rapports familiaux, rapports économiques, ainsi de suite, rapports même académiques. Alors, où en sommes-nous? Que sont-elles devenues? Nous apprenons seulement dans l'histoire que des gens comme Houphouët-Boigny était un grand chef traditionnel, si vous voulez. Et on revoit, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on renvoie au cas du Cameroun, on se rend, par exemple, compte que la plupart des grandes élites, en réalité, soit s'intronisent chefs ou sont devenus chefs. Est-ce que là, il y a une suite, une continuité logique dans ce qui a existé dans cette Afrique qui existait et qui quand même incarnait un certain nombre de valeurs faites de traditions, faites de rites, faites de coutumes, ou est-ce qu'il y a une profanation, une déformation, un détournement à partir de l'instant où on a embrassé des préceptes modernes, dits modernes, mais qui en réalité étaient des substrats de valeurs provenant de cultures étrangères, provenant de cultures coloniales et impérialistes imposées. Et là, vous reposez le problème. Vous dites, en fait, des démocraties, par rapport aux traditions et aux chefferies, n'y a-t-il pas une tricherie? N'y a-t-il pas une grave incompréhension? N'y a-t-il pas manipulation? Toutes les grandes élites deviennent chefs, deviennent des notables, ainsi de suite. Qu'est-ce qui reste de fondamentalement réel, de parfait, de structuré et d'honnête dans les chefferies traditionnelles, dans les traditions, les coutumes et les rites, en réalité? Qu'est-ce qui reste et quelle est la relation avec des préceptes dits démocratiques, mais qui en réalité représentent des apports externes qui nous ont été imposés et qui continuent de nous être imposés? Comment situe-t-on la chefferie traditionnelle dans cet aéropage d'évolution? Moi, j'étais en train de dire tantôt. Peut-être avant d'y arriver, parce que là, c'était une première partie qui a permis de planter le décor. Oui, mais j'étais en train de dire qu'il faut conclure. Oui. Peut-être qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, le recours aux chefferies traditionnelles et leur implication dans des institutions organiques de la République actuelle, je ne dirais pas République moderne, parce qu'en réalité c'est discutable. L'idée même de modernité de République et de société moderne, c'est discutable. Moderne par rapport à quoi? Mais simplement, je disais, leur prise en compte dans l'ordonnancement institutionnel de nos sociétés aujourd'hui, peut-être est une prise de conscience fondamentale de ce que nous risquons de tout perdre si on ne se raccroche pas très rapidement à quelques rites, à quelques coutumes, à quelques traditions qui expriment, qui formalisent et qui portent le socle de l'anthropologie de notre identité. Alors, merci professeur. Alors, peut-être vous disiez tout à l'heure, peut-être parce que l'une des questions qui a dénaturé la structuration de nos chefferies était peut-être le fait qu'on ait embrassé la civilisation étrangère, peut-être moderne, comme certains. Est-ce que ce n'est pas davantage, au lieu de mettre le mot embrasser, exploiter le mot coloniser, c'est-à-dire, est-ce que le fait de la colonisation, du fait peut-être de la naïveté des populations autochtones africaines de l'époque,
qui a fait qu'on se retrouve à subir un certain nombre de préjudices. On ne va pas regretter, on ne va pas pleurnicher, mais il y a quand même un constat assez nouveau. Est-ce que ce n'est pas la colonisation qui a l'avantage joué pour dénaturer déjà cette forme de... Non, d'abord, je vais vous dire, il y a la primauté, la priorité et la prépondérance de l'État comme forme d'organisation sociale résultant d'une vision normative complètement étriquée par rapport à nos coutumes et traditions. Mais il y a l'État, symbole d'une appropriation, de l'institutionnalisation de la culture étrangère qui fonde la nouvelle personnalité et la nouvelle société africaine. Et en réalité, nous ne sommes pas dans des écarts importants. Nous ne sommes même pas dans l'extraordinarité. Nous sommes simplement dans l'imposition d'un socle de valeurs, cette fois-là, articulé non pas sur des rites et des traditions qui magnifient la personnalité de l'Africain, mais qui résulte de la gestion du pouvoir, de ce que ça entraîne comme privilège, comme puissance, en réalité. Et je voulais dire, et que les gens ne se trompent pas, je vous l'ai dit tantôt, les chefferies traditionnelles aujourd'hui représentent la marque de ce que furent, de ce qu'ont toujours été nos royaumes, nos empires même. En réalité, il a existé des empires africains. Et il n'y a pas une trop grosse dichotomie. Il y a simplement que, avec l'arrivée de la culture résiduelle de l'État colonial, on a essayé d'éteindre le pouvoir traditionnel. Et à chaque fois que ça a arrangé les gouvernants, on a fait un mélange des deux. Le recours aujourd'hui aux chefferies traditionnelles et leur implication dans l'ordonnancement institutionnel républicain est une forme de manipulation. Les États modernes, les dirigeants veulent se reposer, quand ça va leur arranger, sur des monarques traditionnels à qui en réalité ne reconnaissent pas grand pouvoir et qu'ils peuvent éteindre quand ils le veulent. Je vous prends un exemple très simple. C'est celui de l'organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun, qui dépend, comme vous le savez, du MINAT, de l'administration territoriale. Mais alors, c'est très simple. C'est le gouvernement, c'est l'État moderne qui régente aujourd'hui la chefferie traditionnelle, qui indique en réalité, en définitive, qui est le chef traditionnel, qui indique le processus qui conduit à la chefferie traditionnelle, au lieu de constater et de s'arrêter là, en réalité. Je prends un exemple simple que nous vivons, c'est celui de Bangou, d'où je sors, mon village, et vous avez un monarque qui a régné 40 ans, son fils a été désigné par les notables, conformément à ce que dit la loi, et puis on attend que l'État, le Premier ministre, doit statuer, redonner encore son aval pour dire oui, d'accord, je suis d'accord, j'ai compris ce que les notables ont dit, j'ai bien compris, le ministre de l'administration territoriale m'a informé, voilà, je veux mettre mon visa et puis on est là, on en est là. Ça dit qu'une population, un peuple bien localisé a dit, voici notre chef, les usages, la coutume, les rites et les traditions disent de faire ainsi. Nous avons accompli tout le processus, ce qui est d'ailleurs conforme à ce que dit la loi, à ce que disent les textes. Et on a désigné le chef. Nous pensons, conformément au testament du défunt, que c'est lui, c'est un tel. On a appelé le préfet, qui a assisté à la grande cérémonie et tout. Tout s'est passé normalement. Et il a dressé son procès verbal, constitué un dossier pour le nouveau chef désigné, qu'on a transmis au MINAT. Et le MINAT a validé et a dit, nous prenons acte. D'ailleurs, nous ne pouvons que prendre acte. Mais simplement,
il y a ce qu'on appelle le principe du visa du Premier ministre, qui en réalité c'est du formalisme, si vous voulez. Vous avez suivi dernièrement le problème entre les nominations du ministre de l'habitat et du développement. Voilà, c'est ça, le MINDU. Et sans que cela puisse constituer en réalité un blocage, il peut devenir un blocage. Dans le contexte d'une gestion administrative courante, il n'y a pas de problème. Mais dans le contexte d'une gouvernance traditionnelle, c'est un très grave problème parce que c'est la violation du consentement d'une population qui se réfère à des rites, des traditions et des coutumes ancestraux qui échappent à la perception de l'administrateur. Le Premier ministre n'en sait rien du tout, même pas le MINAT. Les dépositaires, les gardiens, les censeurs de la coutume et des traditions, ce sont ces grands notables-là. Dans les traditions, les Milikons les appellent les 7 et les 9. Et les articles 11, d'ailleurs 10, 11 et 12 de l'arrêté sur les chefferies disent bien, en cas d'indisponibilité ou d'absence pour une raison ou pour une autre qui soit définitive, eh bien, les notables, dont après consultation, indiquent, en réalité c'est ce que ça veut dire, qu'il y a le nouveau chef, et l'administration prend acte. C'est ce qui a été fait. Mais simplement, pour vous montrer toute la puissance de l'État, toute la contradiction entre cette évolution qui finalement aboutit à des blocages, à une incompréhension. L'État moderne est devenu en réalité un frein, un facteur de distorsion sur la stabilité, la consécration des valeurs d'une anthropologie identitaire traditionnelle forte. Mais dans le même temps, ce même État, en réalité, peut être la source d'une reconstruction, d'une renaissance importante. Et c'est bien ce que l'on voit à travers le Sénat aujourd'hui, parce que quelqu'un comme le grand chef Madiba, quand vous voyez ce qu'il a été, ou le chef Moukete, qui ont été dans le premier Sénat, la première législature du Sénat, c'est extrêmement important, si vous voulez. Le roi sultan Bombondjoya Ibrahim, par exemple, c'est extrêmement important tout ça. Et je prends encore le chef René Désiré Effa, qui est le président du Forum des chefs du Sud. C'est extrêmement important parce que moi, j'ai rencontré ces gens-là. Et vraiment, quand vous parlez avec eux, mais vous sentez quelque chose que le ministre, le préfet et tout ça, le proviseur, le lycée ou le recteur de l'université ne peuvent pas vous dire, si vous voulez. Et ça, c'est important. C'est cette démarche retour, cette démarche de reconstitution, de prise en compte de la mémoire identitaire et anthropologique de l'Africain est extrêmement importante. Et aujourd'hui, ça nous ramène à un arbitrage important. Et il faut peut-être repenser la manière dont nous comprenons la démocratie, si vous voulez. Ça ne doit pas être, et ça, c'est là que ça devient un danger quand tout l'appareil de l'État peut se lever, être manipulé pour bloquer, par exemple, l'expression d'une volonté portée par le bas, portée par les us et coutumes d'une population. C'est un peu ce qu'on vit depuis un certain temps à Bangou, mais dans le même temps, vous vous dites, il y a une contradiction qui peut exister dans les structures de l'État. Et à ce moment-là, les populations attendent et observent. Ça a donné lieu, dans le cas d'espèce, à un échange entre le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale. Et après, sur le silence plat, on a même décidé d'une commission qui, elle-même, a été obligée de faire le constat de ce qu'on ne pouvait pas changer, ce que les notables avaient décidé, si vous voulez, parce que ça constituerait en fait un précédent extrêmement dangereux. On violerait ce qui est à la source, ce qui est à la base, porte l'identité première de l'Africain. Et la plupart d'ailleurs de ces censeurs administratifs, comme je vous l'ai dit, sont devenus chefs traditionnels. Certains demeurent très attachés effectivement, en dépit des ravages et de l'omniprésence de l'État moderne, à ces rites et coutumes. Conséquence, la fameuse commission décidée, par exemple, pour examiner la question de Bangou, s'est arrêtée parce que les membres de la commission se sont dit, on fait un constat,
le MINAT a fait un constat de ce que les mécanismes de désignation du chef, conformément à la loi et selon la coutume, selon les traditions et en respect du testament du roi défunt qui avait régné 40 ans, ont été respectés. Et faire un écart, remettre ça en cause, ce ne serait pas bien. Et du coup, ils ont dit, on se donne le temps au temps. Et en attendant, il faut apaiser les populations, il faut prêcher la réconciliation, il faut promouvoir le dialogue, et puis que l'on monte ou que l'on descende, ces valeurs-là vont triompher, si vous voulez. Ce que les grands notables ont décidé ne changera jamais, parce que ce serait changer en fait toute la manière dont la République, dont l'État, dont la gouvernance se construit, toute la manière dont on se réfère à ce qui est bien, à ce qui est propice pour la stabilisation des lois, pour l'avancement de la société et pour l'apaisement des populations. Donc, en résumé, il y a une conciliation importante entre l'Afrique du passé et qui en fait était propice à la conservation, à la préservation, à la valorisation de tout ce qui était notre anthropologie identitaire, avec une Afrique moderne dominée par des États dont la construction et l'ordonnancement des valeurs de gestion recourent ou puisent davantage dans des carcans coloniaux contestables. Alors, il peut sembler avoir une manipulation de l'État en fonction, par exemple, du fait que vous mentionnez au début de cet entretien que notre élite gouvernante pourrait être un facteur de négation d'une anthropologie véritablement africaine, parce qu'elle n'est pas au fait d'un certain nombre de réalités, mais c'est un environnement dans lequel elle a grandi. Avant peut-être d'avoir des études à l'extérieur, d'avoir un parcours purement administratif, mais c'est un environnement certainement qu'elle saisit. Pour dire, et c'est une question que je vais vous poser, est-ce que s'il n'y a pas une dynamique d'arbitrage, vous l'avez mentionné tout à l'heure, que l'État essaie de gérer au regard de la pluralité des formes de pouvoir traditionnel que l'on rencontre? Par exemple, au Cameroun, on a les lamida, des sultanats, des royaumes, ainsi de suite, des chiffres premier, deuxième, troisième degré. Il faut pouvoir arbitrer au regard d'un certain nombre de failles ou de quoi qui ont été observées ci et là. L'État a décidé d'organiser, avoir un peu la pédale douce sur un certain nombre de choses. D'abord, je vous donne raison. Ok, sur plusieurs points. Premièrement, les élites peuvent constituer un facteur négatif extrêmement dangereux, comme elles peuvent constituer un facteur positif. À propos de la manipulation, c'est d'une gravité extrême, si vous voulez. D'abord, fondamentalement, je vais vous dire, nous avions pondu une déclaration dans le LACAM, l'association, pour bien indiquer aux gens que les chefferies n'avaient pas besoin de degrés, si vous voulez. Vous ne venez pas dire à une population, votre chef est du premier degré, le chef des autres est du deuxième ou du troisième degré. Là, c'est déjà la manipulation des élites, si vous voulez. C'est extrêmement important. Ça suppose qu'à un moment donné, on peut même diviser des villages pour augmenter des premiers, des deuxièmes, des troisième degrés. Ça, c'est fondamental. Et de manière concrète, comme nous en parlons, dans le cas que j'ai pris en exemple, le cas de Bangou, par exemple, eh bien, c'est une élite. Je dis bien, c'est une élite qui est le facteur de désordre aujourd'hui. C'est-à-dire qui a dit je me fiche de ce que le gouvernement peut avoir dit officiellement, hein, qui le dit même en public. Moi, j'ai beaucoup de moyens, je peux bloquer tout ça, il n'y aura jamais de chef tant que je serai là. Moi, je vais mettre mon chef, j'ai beaucoup d'argent. Et puis, du coup, il achète les décisions là, des tribunaux, crée des procès, organise des voyous partout pour s'aimer le désordre, attaquer même les forces de sécurité dans le village, méconnaître les instructions du préfet, du sous-préfet et du ministre. C'est très grave. Mais alors, ça provient de quoi? Simplement du fait que ce même État protecteur est un état d'autodestruction. Il peut s'autodétruire à travers des élites qui manipulent des réseaux. Et c'est exactement le cas, si vous voulez. C'est une élite qui dit
telle personne au premier ministère, je lui donne 20 millions, tel autre à la présidence, tel autre, ainsi de suite, à tel endroit, on va tout faire, on va bloquer, il n'y aura pas de chef. Tant que c'est mon chef, que les traditions aient arbitré, que les notables se soient prononcés ou pas, je m'en fous, j'ai beaucoup d'argent, et c'est une élite qui en réalité a vécu, passé tout son temps à l'étranger, et qui après que les notables aient décidé, aient arbitré, aient jugé, que le préfet ait reçu le résultat, n'est-ce pas, du travail des notables, des 7 et des 9, formalisé, dressé un procès verbal et transmis au MINAT, dit, je m'en fous, vous avez désigné un chef, moi je désigne un autre. Et du coup, il va dans sa propre case. Et quelque part, dans une montagne à l'ouest, les chefferies sont dans les bas-fonds en réalité, avec des grands arbres, des arbres ancestraux. Il n'y a pas de chefferie à l'ouest qui soit dans une montagne. Et il va dans une colline et puis sa maison est là-bas. Moi, je fais ma chefferie ici. Je désigne mon chef qui je veux, je m'en fous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux démarches. La première, c'est que les alliances et les facteurs négatifs ou positifs dans l'administration se neutralisent. À un moment donné, ils peuvent bloquer effectivement l'installation du chef et son entrée en fonction, comme c'est le cas, mais ils ne bloqueront pas la coutume, qui elle ne change pas. Quand on dit par exemple les 7 et les 9 notables, c'est des choses des siècles et des siècles et des siècles. Vous ne changerez pas ça si vous voulez. Vous reviendrez, je me souviens de la première note du MINAT sur cette affaire de Bangou, qui avait dit on ne touche pas à la composition des 7 et des 9 notables. Et c'est fondamental parce que c'est eux. Ils ne sont pas les arbitres, ils sont les dépositaires, ils sont les interprètes. C'est par eux que cette coutume existe. C'est par eux que les sanctions de cette coutume existent. C'est par eux que l'on comprend, que l'on valorise et que l'on projette cette coutume. Sans eux, il n'y a pas cette coutume, si vous voulez. Moi, si je n'ai pas été de la lignée des 7 et des 9, qui date depuis la fondation de chaque village, je ne peux pas. Jamais, ni moi-même, ni ma descendance, personne ne sera jamais 7 et 9. Ce n'est pas une élection, si vous voulez. C'est pour ça qu'aucun texte, aucune élite ne peut changer ça. C'est pour cela aussi que l'État, dans la projection, l'organisation, la structuration de la loi relative aux chefferies, dit, en cas d'empêchement, en cas d'absence d'un chef, nous nous en remettrons aux notables qui statue en fonction de la coutume, de ce qui existe, de ce que ça a toujours été. Personne, ni aucun autre texte, ni aucune autre mécanique ne viendra changer ça. Conséquence, une fois que ces derniers ont indiqué qui est le chef, vous ne pourrez pas, vous ne ferez rien, vous ne pouvez rien faire. Vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez manipuler tout l'État, vous ne pourrez pas changer. Vous prendrez même un individu que vous viendrez mettre là. D'abord, un chef qui n'est pas chef, meurt. Et ça, c'est fondamental. Il ne met pas 40 ans, comme dans le cas de Bangou. Il ne met même pas 5 ans. Il meurt. Et c'est là la magnificence des coutumes, des traditions. Et ceux qui nous gouvernent, l'État moderne en est absolument conscient. L'État moderne sait très bien que ces choses-là ne se négocient pas. Et l'État moderne, en réalité, n'arbitre pas. L'État moderne constate, stabilise, encourage l'acceptation et l'adhésion des populations, parce que c'est même la condition de l'expression d'une citoyenneté réelle, d'une citoyenneté effective, d'une citoyenneté intègre. Si vous n'avez aucune référence, si vous n'avez aucune aptitude à vous définir comme membre d'un corps traditionnel, d'un socle de rites et de coutumes, ça veut dire qu'en fait vous n'existez pas. On a souvent en Afrique parlé par exemple de la question tribale
comme d'une négation de la modernité. Et encore, je vous ai dit modernité, il faut mettre entre guillemets, comme d'une négation de ce qui est bien dans l'évolution de la société et de l'individu. Mais non, si vous voulez, la référence, l'appartenance à une communauté ethnique, à une communauté tribale, régionale, l'appartenance à un groupe humain précis, bien identifié, et localisé même géographiquement, est essentiel, si vous voulez. C'est même la condition pour la détermination d'un individu dans la société. Pas décider, ils ne décident pas. Ils indiquent, ils disent, c'est cela. Le chef, c'est celui-ci. Conformément à nos rites, coutumes et traditions, c'est lui le chef. L'autorité administrative, le préfet, reçoit. Il ne décide pas. Et il transmet à sa hiérarchie. Il dresse un procès verbal avec le dossier de l'intéressé. C'est ce qui s'est passé à Bangou. Et l'autorité administrative, à son tour, conformément aux usages, à la pratique administrative, transmet au Premier ministre, c'est à titre d'information. Le Premier ministre ne décide pas qui est chef dans le village, en réalité. Et lorsqu'il tarde à mettre son visa, c'est même une faute, à la fois administrative et politique. C'est une malédiction, ça peut le devenir, si vous voulez. Vous n'allez pas à Douala décider qui est le chef chez les Belles. C'est la lignée de la famille Belle, si vous voulez. Même si ça a changé, vous avez les notables pour dire comment ça se passe, qu'est-ce qui est ça, si vous voulez, à ce moment-là. Et l'autorité administrative reçoit, constate, valide en dernier ressort. Mais cette validation n'est pas une autorisation de désigner un chef. Et c'est là qu'il faut faire la ligne médiane entre ce qu'on appelle démocratie, État démocratique, et puis société traditionnelle et chefferie traditionnelle. Si vous ne comprenez pas ça dans cette logique d'une bonne distinction des prérogatives, des privilèges et des pouvoirs, vous avez raté. Et si vous pensez que de Yaoundé, ou bien avec votre argent, vous pouvez empêcher l'installation d'un chef ou la désignation d'un chef parce que vous êtes riche. Mais non, la coutume, elle s'impose à vous, elle s'impose à l'État, si vous voulez. Et on ne peut pas changer. Vous prendrez le temps que vous prendrez pour freiner, pour empêcher. Mais une majorité de la population qui se reconnaît dans ces rites et valeurs continuera de savoir qui est le chef et attendra que ce chef soit installé. Voilà la ligne médiane en réalité. Alors, professeur, de léguer Ferranda, c'est-à-dire de manière prospective, est-ce que cette situation, dans le cas d'espèce que vous avez pris, oui, ne pose pas à l'image des autres cas que nous observons au Cameroun, on va le dire ainsi, le problème de l'affiliation, de la lignée, c'est-à-dire il y a une contestation, parce que nous sommes dans les dynamiques démocratiques, il y a une sorte de contestation de ces lignées filiales héréditaires, voilà, on va le dire ainsi, de l'hérédité chefale, on peut le dire ainsi. De plus en plus, on constate que les familles, les regroupements, les populations villageoises demandent à participer au processus de désignation de leur chef traditionnel. Oui, mais attendez, il y a un problème. C'est là où nous reparlons des élites, si vous voulez, parce que ça nous rattrape toujours, si vous voulez. On en vient même d'ailleurs à l'originalité de la consécration de la notabilité, si vous voulez. Malheureusement, il y a beaucoup de déformations. On a des individus, on en vient un peu comme aux médailles. Je vois des gens qui, vraiment de rien du tout, moi je n'ai aucune médaille nationale, hein, ça je peux vous dire tout de suite, pas parce que ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. J'aurais pu en avoir si on faisait la demande, si vous voulez. Ça c'est sûr à 100%, j'ai 100 casquettes qui me permettraient de l'avoir, si vous voulez. Mais simplement, voir des individus bizarres qui vous ont la médaille, qui vous ont la décoration de commandeur, ça me paraît ahurissant. Ou comprendre que pour avoir la médaille de travail, il faut payer de l'argent au ministère du Travail, il faut verser ou 50 000 ou bien 750 000, mais c'est une catastrophe. Et ce n'est plus une médaille, c'est le commerce, si vous voulez, ça ne marche pas. Et là où on en vient aujourd'hui, c'est de dire, mais non, c'est quoi un chef traditionnel en réalité? Il représente quoi?
est-ce qu'il exprime effectivement l'idée d'un être pas suprême, d'un être d'une certaine autorité qui, pas parce qu'il gouverne, si vous voulez, mais parce que il est le premier conservateur des rites, des traditions et coutumes. Il est la référence pour un groupe humain précis. Est-ce que nous le comprenons bien comme ça, ou est-ce que nous le comprenons comme quelqu'un qui a acquis des pouvoirs de manière opportuniste pour gérer, pour s'enrichir, pour opprimer, pour prendre les femmes de tout le monde? C'est ça. C'est suffisamment profond. Et je dis, non, nous n'avons pas le pouvoir. Personne, en réalité. Et c'est ici, c'est en cela que l'Afrique, fondamentalement, doit se retrouver. Il ne faut pas se perdre dans les méandres de la construction de l'État qu'on dit moderne, car en réalité, c'est une forme d'organisation tout court. Les sociétés traditionnelles sont une autre forme, et je vous signale, avec toutes sortes de chambres de gouvernement et tout, dans les sociétés traditionnelles. Et le chef en est donc le premier responsable exécutif, exactement comme le chef de l'État est le premier responsable exécutif, ou encore comme le roi du Maroc, les souverains de toute manière. Donc, c'est le premier souverain, c'est le souverain suprême, c'est lui qui est le gardien des cèdres, c'est lui qui exprime en réalité la mémoire du Panthéon. Mais si c'est bien lui, c'est parce que il est entouré, ou bien il se réfère à un socle notabiliaire que portent certaines familles très anciennes et qui, eux, contrôlent, surveillent et disent quelle est la vraie coutume. Et que si ce chef-là, qui en est en réalité une émanation, se trompe, il sera sanctionné, il sera mis à mort, si vous voulez. Depuis l'Égypte ancienne, c'est ça l'anthropologie africaine première. Donc, l'implication des élites aujourd'hui, quand elle se fait au nom de la cupidité ambiante, devient destructrice. Mais ce que je veux dire, le propos, c'est de dire la contestation des lignées, ainsi de suite, mais elle se vérifie très vite. L'arbitrage se fait par les maîtres porteurs de la coutume, justement. C'est quand ils ont dit, quand ils disent que c'est ça, effectivement. Il y a contestation de la lignée, tant qu'en réalité, on peut prêter l'oreille, une oreille fanfaronne et distraite et intéressée, à quelques manipulations, à quelques manœuvres d'individus qui peuvent recourir à toutes sortes d'arguments. Mais fondamentalement, ce que pensent, par exemple dans le contexte de l'Ouest, les 7 et les 9 notables ne changent pas, ça ne variera pas si vous voulez. Parce que chaque fois qu'un de ces 7 et ces 9 se laissera corrompre, il sera mis à mort. Dans le cas de Bangou, par exemple, l'élite en question avait proposé des millions des véhicules neufs et tout, beaucoup de choses, à des notables qui ont dit non, on est pauvre, on ne peut pas prendre le risque, on préfère mourir, si vous voulez. Parce que de toute manière, même sans préférer mourir, on va mourir si on franchit ce pas-là. Et puis, je peux vous faire une confidence. Sur ce dossier précis, nous avons rencontré le directeur du cabinet du Premier ministre qui nous a dit, mais vous êtes fous. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Le Premier ministre ne désigne pas les chefs. Les chefs, c'est vos notables qui les désignent. Nous constatons. Qui prendrait ce risque-là? Attendez. Vous, là-bas, vous ne faites pas ça? Vous venez nous voir pour porter la malchance? Laissez-nous tranquilles. Allez, attendez. Si le processus a été fait entièrement, le travail de notable a été fait, le travail des préfets a été fait, le travail du MINAT a été fait, le reste, ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous connaissez qui est votre chef, le reste, c'est un simple document sur lequel nous apposons un visa. Voilà la réalité, si vous voulez. C'est pour vous dire à propos de manipulation, ça n'a aucune incidence fondamentalement sur ce que disent les traditions, ce que portent, ce que sanctionnent, ce que prescrit, ce qu'expriment les 7 et les 9 notables.
ou les notables en général, dans toutes les grandes cultures. Il ne faut pas en faire, vous les avez à l'ouest, au sud, manière de le faire. Les élites peuvent faire des contestations, organiser, orchestrer des manipulations. Ça ne change rien à ce que les notables, fondamentalement, ont indiqué. Alors, vous savez, l'on observe aussi dans ce délitement, il y a une sorte de concurrence parfois. Nous sommes dans le jeu démocratique entre les autorités traditionnelles, les autorités étatiques, à l'avantage, heureusement, malheureusement, de l'État. Bon, de toutes les façons, heureusement, parce que c'est l'État qui est l'arbitre suprême, vous l'avez dit. Mais ce délitement du pouvoir traditionnel peut aussi être lié au fait que la corporation ne s'exprime pas suffisamment, ne porte pas suffisamment la parole en interne, la parole de la structuration des sociétés traditionnelles. On observe au Cameroun, par exemple, il y a le Conseil national des chefs traditionnels qui fut dirigé par feu Alim Garga Yatou, de Garoua. Aujourd'hui, face à une situation comme celle qui est prise en exemple, comment est-ce que les pairs, PAIRS, des chefs traditionnels de Bango, bien de notabilité, comment est-ce qu'elles peuvent rester silencieuses face à cette situation? D'abord, je vais vous dire, non, elles ne sont pas silencieuses, ça c'est très important, mais il y a quand même des choses qu'il faut mettre dans la balance quand vous parlez des chefferies traditionnelles aujourd'hui. Le monde a beaucoup évolué et ce sont quand même des individualités qui ont besoin de ressources, qui entretiennent souvent une nombreuse famille, une nombreuse progéniture, qui ont des problèmes quotidiens de subsistance et tout, et qui, d'une manière ou d'une autre, sont rejetés par l'administration publique. D'abord, c'était une grosse erreur, et ça le demeure toujours, de penser que, ou d'accepter que les chefs soient rétribués. Ils sont rétribués mensuellement aujourd'hui par le gouvernement. C'est une erreur, si vous voulez. Les chefs auraient dû et devraient être entretenus par leur population. Ça veut dire que dégager, être en mesure de construire dans leur village, dans leur aire de commandement, des systèmes économiques d'entretien et de survie qui puissent leur permettre d'assumer les charges de leur administration et du maintien en vie ou en survie de toute la gente qui constitue la famille royale. Ça, c'est très important. Alors, à partir de là, je crois que, non, ce sont d'abord des êtres humains, si vous voulez. Vous me parliez tantôt du cas de Bango et de la réaction des pères. Non, elle est assez coordonnée, si vous voulez. Dans le cas d'espèce, le chef désigné est souvent invité même jusqu'à l'étranger. Il participe à plein de cérémonies et tout. Il est avec les autres chefs et tout, sans aucun problème. Mais simplement, une fois de plus, ça n'exclut pas que pour son installation définitive, il faut effectivement la sanction de l'autorité administrative. Celle qui est au bout de la chaîne, puisqu'en fait, en termes d'autorité administrative, cela a déjà été fait à deux niveaux. C'est-à-dire que l'autorité administrative directe sur le terrain, le préfet, ensuite, l'autorité de tutelle du préfet, le ministre de l'administration territoriale. Il demeure, pour des raisons de formalisme administratif, celui qui symbolise la coordination du gouvernement, le Premier ministre, qui n'appose qu'un visa sur l'arrêté préparé par le ministre de l'administration territoriale. Alors, si ce n'est qu'une question de formalisme, justement, dans le cas de Bango, ne pourrait-on pas considérer le silence du Premier ministre comme un silence acceptation? Oui, si vous voulez, en principe, oui. Dans le cas d'espèce, ça a été beaucoup dit. C'est-à-dire que le MINAT aurait pu et pourrait même d'ailleurs installer le chef, si vous voulez. D'ailleurs, depuis le train des lois sur les libertés en 90 au Cameroun, la plupart des actes administratifs sont considérés comme acquis en ce qui concerne la volonté, le constat, la validation, dès lors qu'après 3 mois, il n'y a pas une expression de l'autorité qui aurait dû en prendre acte par un visa ou bien par une lettre de réception. Non, si vous voulez, je crois que il faut se féliciter que dans le cas d'espèce, les populations aient su être patientes et attendre, si vous voulez. Surtout que nous parlons dans le cas de Bango d'un village qui, si vous faites un peu l'histoire du Cameroun, a été très martyrisé et qui a donc passé justement, et c'est la thèse du MINAT, qui a passé 50 ans dans la paix
et qui a commencé à se développer de manière harmonieuse, si vous voulez. Il faut persister dans cette voie. Il ne faut pas se lancer dans des défis de l'État. Même si malheureusement, dans le cas d'espèce, l'élite mise en cause, n'est-ce pas, utilise des prébendes pour entretenir une bande de petits voyous, des mercenaires, des sans-emploi, pour faire le désordre et tout. Mais je pense que globalement, la situation est apaisée. Ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de cas comme ça au Cameroun, si vous voulez. En mes références qui existent au MINAC, il y a une bonne trentaine de chefferies qui attendent encore que tout soit clarifié, si vous voulez. Et par rapport à notre pays, je pense que la responsabilité d'une élite ou des élites, c'est de conseiller l'apaisement, la prudence, la tolérance et la patience aux populations, si vous voulez. L'État est lent à réagir, si vous voulez, mais l'autorité publique existe. Qu'elle réagisse ou pas, elle existe et il faut la respecter. Et dans le cas d'espèce, je pense que il faut inviter les populations à conserver un niveau de sagesse élevé, un niveau d'observance du respect des lois et du respect des autorités publiques qui soit également élevé et convenable. Vous ne pouvez pas dire que parce que vous attendez l'homologation, vous allez faire du bruit pour votre chef. Non, je pense qu'il faut savoir attendre, il faut savoir laisser le temps à l'autorité publique de réagir. Vous n'avez jamais la quintessence de ce que l'État a comme autre raison pour prendre son temps, si vous voulez. Et vous savez, moins de bruit, c'est plus de sagesse. Et plus de sagesse, c'est beaucoup de meilleurs résultats. Et dans le cas d'espèce, je pense que c'est la démarche. D'accord. Alors, pour finir, quelle pourrait être la contribution des pouvoirs traditionnels à la consolidation de la démocratie au sein des États africains, notamment au Cameroun? Ah, mais là, c'est important, si vous voulez. Vous savez, quand une des premières déclarations que nous avons faites au MPDR, le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, dont je suis le premier responsable, c'était de dire le temps des villages est terminé. Maintenant, il faut promouvoir le temps de la République et de l'État de droit. C'est une manière de dire, si vous voulez, la trop grande référence et de manière sectaire au village, et c'est la destruction de la République. Mais dans le même temps, l'émancipation et l'idolâtrisation de la République dans la négligence des villages, c'est la perte d'identité première du citoyen, c'est la catastrophe et la ruine de l'anthropologie identitaire fondamentale. Vous savez, sans aucune référence identitaire et anthropologique, articulée sur des us et coutumes précis, vous n'êtes pas un citoyen, si vous voulez. Vous êtes quelque chose de dangereux pour la République, au contraire. Je pense que nous nous valorisons parce que nous avons les pieds sur terre, parce que nous avons des parents, une maman, un papa, nous venons de quelque part. Eux, ils sont la référence, ils sont les porteurs des us et coutumes précis et que l'on ne doit pas abandonner, si vous voulez. Les abandonner, c'est se dépersonnaliser. C'est pour cela que dans le début de notre entretien, je disais tantôt, est-ce que le malheur de l'Afrique, finalement, ce n'est pas d'avoir tout abandonné en termes d'identité anthropologique pour nous référer et embrasser des cultures d'importation qui ne répondaient pas en ce qui concerne les formes d'organisation, les formes d'État et d'ordonnancement des rapports sociaux à ce qui nous sied fondamentalement. Voilà. Ok. Mesdames, Messieurs, chers publics, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous reviendrons bientôt avec d'autres thématiques toujours aussi enrichissantes et actuelles avec le professeur Chanda Tomé. Merci, professeur. Je vous en prie, le plaisir était pour moi.